On part sur une longueur d'onde complètement différente. À ton avis, comment faire pour voir l'invisible? Eh bien, on peut réussir à faire ça grâce au son. Si je t'assure, grâce aux ultrasons même. Pour en parler tout de suite, les ultrasons à l'étude de notre corps, à l'écoute de notre corps, pardon. Je vous demande d'accueillir Olivier Pedrera de l'INSERM. C'est à lui. Alors bonjour à tous, donc merci pour cette introduction. Je m'appelle Olivier Pedrera et je suis doctorant au laboratoire de physique pour la médecine à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'ultrasons et de maladies cardiovasculaires. Alors pour prendre un peu la température, j'aimerais savoir qui parmi vous a déjà entendu parler d'échographie. Allez-y, levez la main, soyez pas timide. Ok, je vois il y en a un certain nombre d'entre vous. Donc l'échographie, qu'est-ce que c'est réellement? On a un début de réponse déjà dans le mot échographie, qui est lui composé de deux mots. Donc le mot écho, que vous connaissez tous, qui est un phénomène acoustique que vous rencontrez quand vous partez à la montagne, et quand vous criez fort votre nom, il y a votre nom qui va revenir avec un petit temps de délai à vos oreilles. C'est ce qu'on appelle l'écho. Et puis la deuxième partie du mot, c'est graphie, qui vient du grec grapho, et qui signifie écrire, et c'est pour dire que nous, on arrive à faire des images avec du son et sa réflexion. Et beaucoup d'entre vous en ont entendu parler pour une application, qui est l'imagerie du fœtus, chez la femme enceinte, dans son ventre. Mais il y a beaucoup d'applications, on arrive à voir quasiment tous les organes avec les ultrasons. Alors, pour vous parler d'un point de vue un peu plus technique comment ça marche, je vous ai ramené aujourd'hui une sonde échographique. Donc ce genre de sonde, c'est les sondes qu'on utilise pour faire des images. Et c'est cette partie qui va se mettre à émettre du son et écouter le son et pouvoir reconstruire l'image. Vous avez la même sonde qui est représentée ici sur ma présentation, avec différents points qu'on va essayer d'imager. Et donc le principe de fonctionnement est celui-ci. Ce que va faire la sonde, c'est qu'elle va se mettre à émettre du son suivant une ligne, c'est ce qui est parti en blanc, et les points vont créer des échos, représentés en orange. Et en revenant ces échos, on va pouvoir reconstruire une ligne échographique. En déplaçant comme ça notre émission, on va pouvoir reconstruire ligne par ligne une image échographique totale. Alors ça, déjà, en un premier temps, ça a été super, parce que ça nous a permis de voir l'intérieur du corps humain en 50 images par seconde. Les 50 images par seconde, c'est ce que voient vos yeux. Donc on voit en direct l'intérieur du corps humain. Avant de venir, j'ai pris ma sonde échographique et je la suis placée en différentes parties de mon corps pour vous montrer les images que je pouvais en tirer. La première image que vous voyez sur la gauche, c'est ma carotide. Donc j'ai placé ma sonde à cet endroit-là, au niveau de mon cou. Et dans votre cou, vous avez une artère qui transporte donc le sang du cœur jusqu'au cerveau et jusqu'à la face, qui passe à cet endroit-là. Et on le voit en échographie. Et le tube que vous voyez ici se détendre et revenir à sa position initiale, c'est ma carotide. Juste à droite, vous avez une image de mon cœur. Donc cette fois-ci, j'ai placé ma sonde à cet endroit-là. Et on voit donc l'intérieur de mon cœur bouger en temps réel. Et vous voyez 4 différentes structures, 2 ventricules et 2 oreillettes. Et vous voyez aussi mes valves s'ouvrir et se fermer pour laisser passer le sang. Un deuxième type d'imagerie qu'on a réussi à faire, ça a été de faire ce qu'on appelle du Doppler, et on a réussi à voir les flux qui circulent à l'intérieur des organes. Et sur ma carotide, par exemple, l'image de gauche, vous voyez mon sang pulsé qui a été représenté en bleu, et sur le cœur aussi, on voit du sang circuler. Donc ça a été génial pour les médecins, parce que d'un point de vue diagnostic, on a pu voir différents organes, voir leur taille, voir leur mouvement, voir aussi le flux qui circule, le sang, comment il bouge, s'il y a du sang qui passe, etc. Mais assez rapidement, on est arrivé à bout de ce qu'on savait faire en imagerie échographique, et il a fallu casser des premières barrières pour pouvoir trouver de nouveaux marqueurs, des nouveaux principes physiques à regarder. Et au sein de mon laboratoire, on s'est dit, d'accord, on va arrêter d'émettre ligne par ligne, on va inventer l'échographie ultra rapide. Et le principe de fonctionnement n'est pas exactement le même. Ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, plutôt que d'émettre ligne par ligne, on vient émettre une onde plane et écouter tous les échos d'un coup. Et on arrive comme ça à avoir une image en une seule émission-réception. Ça nous a permis d'augmenter énormément notre fréquence d'imagerie et d'avoir quasiment 10 000 images par seconde aujourd'hui en échographie. Vous allez me dire, c'est super, mais à quoi ça vous sert concrètement? Je vais vous faire un parallélisme avec ce que vous connaissez peut-être un peu mieux, qui est la slow motion. Vous avez ici une vidéo en slow motion d'une personne qui va se prendre un ballon dans le ventre. Et au moment de l'impact, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de vague qui va venir se former et qui va se propager sur le ventre de cette personne. Ça, à l'œil nu, vous n'arrivez pas à le voir. Pourtant, avec ce type d'imagerie, on arrive à voir ce genre de phénomène. Et en ultrason, c'est la même chose. On va réussir à voir ce genre de choses à l'intérieur du corps. Et ça, c'est super parce qu'une personne avec un ventre très mou
cette vague, elle va se déplacer très lentement. Une personne avec un ventre très rigide, cette vague va se déplacer très très vite. Donc, si on arrive à voir cette onde et voir la vitesse qu'a cette onde, on sait exactement si le milieu est rigide ou s'il est tout mou. Donc, on a fait ce qu'on appelle de l'élastographie. Donc là, je vous ai mis 3 images de 3 singes chez 3 patientes différentes. Et dans chacune de ces images, on voit une zone ronde qui semble similaire dans chacune des 3 images. Et ça, pour un médecin, il va vous dire je ne fais aucune différence, il y a potentiellement quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Et en élastographie, quand on regarde donc, nos ondes se propager, on voit que sur l'image du milieu, il y avait une zone très rigide, alors que sur les 2 extrémités, les zones étaient très molles et n'étaient pas du tout dangereuses. Donc ça va permettre de prescrire une biopsie ou ça va déjà nous apporter sur de nombreux organes de nouveaux paramètres physiques qu'on va pouvoir regarder. Donc pour terminer un peu sur ma présentation, je vais vous présenter un peu ce que pourrait être l'échographie du futur. Donc on travaille beaucoup en ce moment sur les modèles 3D, donc essayer d'imager en 3 dimensions l'intérieur du corps humain. Et là, vous retrouvez la même figure que précédemment, donc c'est toujours ma carotide en 3 dimensions. Et on arrive même à voir en bleu un deuxième petit vaisseau qui est la jugulaire, la veine qui est à côté de la carotide et qui, elle, fait le chemin inverse, ramène le sang du cerveau jusqu'au cœur. Donc la 3D va pas tarder à arriver, ça va nous permettre de voir les organes dans leur globalité. Une seconde barrière qu'on a réussi à casser, c'est aussi la taille des vaisseaux qu'on arrivait à avoir. Avant, on était assez limité, on voyait des vaisseaux qui étaient inférieurs au millimètre. Aujourd'hui, on voit des vaisseaux qui sont tout petits, qui sont plus petits que la taille d'un cheveu. Donc c'est vraiment des vaisseaux qui sont minuscules. Et là, sur cette imagerie, c'était sur le cerveau d'une souris. On voit la vascularisation qui est vraiment toute petite. Donc ça va nous permettre de mieux comprendre les organes, mieux comprendre comment se distribuent les flux, etc. Et puis finalement, pour dépasser un peu ma présentation, mais vous dire aussi que ça existe, on arrive avec les ultrasons à faire ce qu'on appelle de la thérapie. Alors là, on n'est pas sur des sondes qui sont aussi petites que celles-ci, on a des grosses sondes qui sont beaucoup plus grandes. On émet beaucoup plus de puissance et on peut venir comme ça faire chauffer des tissus, donc détruire des tumeurs par exemple. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle de la cavitation, c'est ce qui est représenté ici sur cette vidéo. On peut créer des toutes petites bulles qui viennent se créer, qui viennent exploser à l'intérieur du sang et ça va pouvoir venir casser un peu des structures, donc casser par exemple des calcifications ou des thrombus. Voilà. Donc je remercie l'Esprit Sorcier de m'avoir permis de présenter aujourd'hui et merci à vous de m'avoir écouté. Olivier Pedreira de l'INSERM. C'est intéressant, vous savez que ce n'est pas leur premier métier quand même de présenter en public. Ils font tous ce boulot pour la fête de la science, donc on peut les remercier. On a tous l'impression de connaître l'échographie par cœur. Exactement. Parce qu'on a pu en avoir personnellement et tout, mais on ne sait pas forcément comment ça marche, on ne sait pas comment ça évolue, on ne sait pas ce que ça nous réserve encore. En tout cas, c'est un type d'imagerie. C'est important de le dire quand même parce que quand on va faire des examens comme ça, on peut passer des radios et tout. Ça fait partie des techniques d'imagerie qui ne risquent absolument pas de faire de mal. Voilà, donc quand on reste sur le principe de l'imagerie, il n'y a aucune douleur, ça ne peut pas changer les tissus. C'est vraiment émettre du son dans du corps et quand je vous parle, je ne fais pas mal à vos tissus. Donc c'est un peu la même chose qui se passe. Il y en a qui parlent fort. Il y en a qui parlent fort, qui mais font mal au tympan. Quand même. Et si vous vous en servez très très fort, non. Si on envoie des. Si on émet plus de puissance, il peut arriver qu'on chauffe des tissus, mais il faut vraiment des sondes qui sont beaucoup plus grosses. Et il faut surtout qu'on concentre toute l'énergie en un seul point, qu'on appelle le point focal. Et en concentrant toute cette énergie au même point, on peut venir vraiment changer les structures. Mais quand vous faites de l'imagerie et quand vous passez une échographie, il n'y a aucun risque que ça arrive. Il n'y a pas de danger. Et d'ailleurs, on l'utilise sur les femmes enceintes pour les fœtus. Voilà. Donc je suppose qu'on ne fait pas n'importe quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on l'utilise chez le fœtus, parce que c'est l'une des rares imageries qui est facile, peu coûteuse et qu'on peut aussi utiliser donc, chez l'enfant, chez le nourrisson, sur le fœtus. Et puis en plus, pour les patients, elle est plutôt confortable. Non, voilà, c'est vrai que c'est pas invasif, c'est plutôt confortable. On n'entend rien parce qu'en fait, on émet dans des fréquences qui sont si élevées, le son est si aigu qu'on ne l'entend plus. Donc c'est vraiment, l'examen se passe même au lit du patient la plupart du temps. Donc vraiment, c'est plutôt agréable comme examen à passer. Il y a des limites, il y a des parties du corps pour lesquelles l'échographie peut rien. J'en ai pas parlé, mais il y a des parties du corps qu'aujourd'hui on a un peu du mal à voir et qu'on ne voit pas. C'est en fait tout ce qui est les poumons parce que c'est rempli d'air et nous, les poumons ont trop de différences avec les autres tissus, donc on n'arrive pas à imager en échographie. Et puis il y a aussi les os. Les os, on n'arrive pas à le faire parce que la même chose que les poumons, il y a trop de différences avec les autres tissus.
Donc tous nos échos nous reviennent et on n'arrive pas à voir au-delà des os. Donc c'est les deux limitations aujourd'hui. Mais est-ce que ces limites pourraient être dépassées là, par un progrès assez récent, à court terme, je veux dire? Alors il y a pas mal de travaux sur essayer d'aller imager justement le cerveau, donc en passant la boîte crânienne, et on arrive à recréer des signaux à l'intérieur du cerveau et à les écouter. Et ça pourrait potentiellement être dépassé d'ici quelques années, mais ça reste quand même une grosse limitation aujourd'hui des ultrasons. La thérapie par ultrasons, vous en parlez brièvement à la fin. Voilà. J'aimerais bien qu'on s'y arrête un peu, parce que c'est quelque chose dont on entend parler parfois. C'est nouveau, c'est utile, ça peut servir à quoi? Alors c'est pas totalement nouveau parce que c'est déjà utilisé, notamment chez le sein. On arrive à venir chauffer, à nécroser des tissus, donc vraiment en les chauffant, donc ça existe déjà. Sur quelle pathologie? Sur quoi? Donc quand on voit des masses comme ça qui sont dangereuses, des espèces de petites tumeurs qui se créent, on peut venir les chauffer et les détruire. Sur par le sein, ultrason, en sur le particulier? sein en particulier. D'accord. Et puis on essaie de le faire sur différents organes et là on est plus sur des études cliniques qui se font. Il y a quelques projets au laboratoire, il y en a un par exemple donc sur des veines qui sont thrombosées, donc où la circulation ne se fait plus du tout. On peut venir créer une cavitation. Cette cavitation, on va pouvoir venir casser ce thrombus et recréer une circulation du sang en fait dans une veine qui à la base était totalement obstruée. Mais c'est encore en stade clinique, d'études. On est déjà chez le patient et puis ça devrait arriver dans quelques années. D'accord, très bien. Si vous voulez d'autres réponses sur l'échographie, vous pourrez voir Olivier tout à l'heure derrière. Juste, on a 30 secondes. Allez, une On va minute, faire on ne se vite. donne pas plus. Et il tenait à vous parler aussi, il est doctorant, c'est-à-dire qu'en gros, il est apprenti-chercheur. On va dire comme Exactement, ça. c'est Et il ça. voulait vous dire ce que c'était parce qu'il aime tellement son métier et ce qu'il a fait qu'il a envie de le dire aussi aux plus jeunes. Tu as une minute, Max. On va essayer de faire vite. Alors, Un doctorant, c'est c'est un quoi? peu plus pour les plus jeunes. Donc, le doctorat, c'est un diplôme qui se prépare donc après 5 ans d'études. Ça dure 3 ans, un doctorat. Et là, on est attaché à un laboratoire comme moi. On a un sujet qui est précis. Et en fait, on va travailler en partenariat avec notre laboratoire pour répondre à des soucis qui ne sont pas encore aujourd'hui connus. En fait, c'est vraiment, on se plonge dans un esprit scientifique. On apprend tout ce qui se fait et on essaie de le mettre en place. Et toujours de chercher un peu plus et d'aller creuser un peu les sciences. Mais il faut quand même écrire une thèse comme ça. Voilà, mais c'est pas le principal. Si on a matière à écrire, l'écriture se fait rapidement. Je D'accord. pense. Si vous voulez lui poser des questions, il sera juste derrière la scène tout à l'heure. Je vous demande de l'applaudir, Olivier Pedrera de Merci l'INSERM.